Good afternoon. Bonjour à tous Thank you all for being here et today. merci d'être ici aujourd'hui avec nous. Je m'appelle Michelle Baila-Jones et je suis vraiment ravie d'être ici pour cette séance entre Lisa Apiganesi et Horacio I'd Clare. like to encourage you all J'aimerais vous encourager tous, après la séance, d'étudier leur biographie. En effet, je ne peux mentionner que la partie émergée de l'iceberg s'agissant de ce qu'ils ont réalisé. Lisa Apiganesi est une autrice britannico-canadienne, née en Pologne. Elle est journaliste, historienne. Elle a été présidente de English Pen, présidente du Conseil de littérature et présidente du prix Man Booker International. Elle a reçu de nombreux prix pour ses romans, ses essais, notamment pour Memory and Desire, et son co-auteur un mémoire, Losing the Dead et Everyday Madness, qui a été publié en 2018. Son œuvre incroyable, Mad, Bad and Sad, a été publiée en 2008. Il s'agit d'une analyse de 2 siècles de traitement et de troubles mentaux chez les femmes. Horacio Clare est un auteur gallois accompli. Il est journaliste, producteur de radio. Il a écrit des essais, des mémoires. Il écrit tant pour les adultes que les enfants. Il a présenté une série pour la BBC 4 qui s'appelle Is Psychiatry Working? Est-ce que la psychiatrie fonctionne? Récemment, en 2025, jusqu'en 2025, il a publié plusieurs livres, We Came by Sea, Stories of a Greater Britain, Down to the Sea in Ships. En 2021, il a publié des mémoires absolument merveilleuses qui s'appellent Heavy Light, A Journey Through Madness, Mania and Healing, suivi en 2024 par un autre livre. Alors, ça a été un vrai plaisir pour moi que de me préparer pour cette séance et de lire les œuvres de ces 2 écrivains. Une œuvre qui étudie la question de la compassion, de la curiosité au monde qui nous entoure, comment fonctionnent les humains, comment ils se battent, comment les difficultés qu'ils rencontrent. Alors, la thématique d'aujourd'hui va faire en sorte que nous allons nous focaliser sur Mad, Bad and Sad, Everyday Madness et Heavy Light. Mais je me réjouis d'entendre leurs éclairages sur notre discussion. Merci d'être ici. Alors, j'aimerais commencer par une phrase qui entre en résonance avec ce que l'on a entendu hier au cours de la séance avec Lisa Montero. Mais il y a une phrase dans Mad, Bad and Sad qui m'a frappée et je pensais que c'était une bonne introduction à votre œuvre. been aware of the shallowness of sanity. Do you want me to do a riff? Yeah. Please. It's true, and it continues to be even truer. Alors oui, c'est vrai, et c'est encore plus vrai que nous en sommes bien conscients. Patrick l'a dit hier, on passe beaucoup de notre vie dans un état qui n'est pas un état rationnel, ou des états qui sont censés être la norme de la société. Parfois, on entre en transe, parfois, je me retrouve à jurer d'une manière qui me fait honte devant mes enfants. Je ne le fais pas sur scène ou je ne le fais pas, j'essaie de ne pas le faire dans ma vie de tous les jours. Mais il y a tant de moments où votre esprit vous quitte, ne serait-ce que la nuit, pendant que l'on rêve. Mais des états quotidiens comme celui que je mentionne dans Everyday Madness, qui est un état de deuil. La plupart d'entre nous avons perdu des proches. Ces pertes nous font basculer dans des états qui ne sont pas forcément raisonnables, qui nous amènent dans des endroits de nous-mêmes où l'on n'a jamais été auparavant. L'on se retrouve pris
dans des ambivalences, amour, haine, des choses qui ne vous sont pas forcément familières dans votre état rationnel. Et donc, la rationalité, la raison, la santé mentale, c'est quelque chose qui est assez instable. La santé, sanity en anglais, ça veut aussi dire le fait d'être propre, la propreté. Alors, merci à tous, merci pour votre accueil. Ici, on a San Francisco de la Suisse. C'est super d'être ici. C'est très différent de l'Angleterre. Vous avez la confiance ici, un bien-être, quoi, vous allez savoir. I come from South Wales. Moi, je viens du sud du Pays de Galles. Je vis au nord de l'Angleterre où on a des taux très importants de maladies mentales pour des raisons tout à fait rationnelles parfois. Si madness en anglais, ça vient du vieil allemand. Ça veut dire un changement pour le pire. On est un nouveau-né, on est un enfant, puis on devient adolescent, puis en Angleterre, on entre en dépression. Mais je pense qu'il y a une série de questions. Bon, j'enseigne à l'université de Manchester à des troisième années. Eux, ils ne voient pas vraiment pourquoi il faudrait travailler 3 jours par semaine pour prendre leur retraite. Ils sont déprimés lorsqu'ils lisent le journal et c'est tout à fait rationnel. Et donc, beaucoup des maladies que l'on appelle mentales sont une réaction tout à fait rationnelle. Et dans ma recherche, dans mon expérience, ce que j'ai vu, c'est que lorsque vous enlevez toutes les bonnes raisons pour la dépression, qu'est-ce qui reste? C'est quoi la normalité? On a conçu un système qui repose sur un type de rationalité qui est austère, qui est très étroit, et qui est sauvage. Et ce qui est intéressant avec tous les états psychiatriques, c'est toute la gamme du monde que ça ouvre à nous. Ils peuvent être très variés. On sait comment aider les gens, quelle que soit leur situation. Mais les connaissances, les traitements ne sont pas forcément disponibles. On a tendance à mettre les gens sous médicaments. Et j'espère qu'à l'avenir, ce que l'on voit comme étant la folie, ce sera quelque chose de tout à fait normal. Est-ce que je peux rebondir là-dessus en mettant ma casquette d'historienne? J'ai fait beaucoup de recherches au cours de la rédaction de Mad, Bad and Sad. Et il m'est apparu très clairement au cours de mes recherches que dans le parapluie de la folie, on intègre beaucoup plus de troubles que ce qui était le cas à une époque. Et ça, c'est le fait de bien des raisons. Tout d'abord, l'émergence de la médecine. Les médecins de l'esprit sont apparus au cours du 19e siècle. Et ils se sont constitués en professions distinctes à la fin de ce siècle-là et ont gagné en importance au cours du 20e siècle. À la fin du 20e siècle, les branches de la médecine qui avaient été découvertes le siècle d'avant intégraient des catégories de diagnostic bien plus nombreuses pour y inclure des choses comme la dépression et beaucoup d'autres choses que l'on pensait auparavant, le résultat de la pauvreté, des privations, mais qui n'étaient pas forcément nécessairement quelque chose que l'on traitait avec autre chose que de l'alcool. Les médecins ne vous diraient pas de prendre de l'alcool pour vous sortir de votre dépression due à la pauvreté, bien sûr, mais on a vu l'émergence de la médecine qui nous aide à guérir tout un tas de choses. Et j'en rejette pas la faute sur les médecins. C'est un phénomène social et en même temps, l'émergence de tout un tas de nouveaux diagnostics. Alors moi, j'aimerais toutes les deux vous demander de présenter vos œuvres
Qu'est-ce qui vous a amené à écrire Everyday Madness, si vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que je commence? Alors, mon mari est décédé. Alors, en général, je suis plutôt ennuyeuse, je suis assez ordinaire. Mais tout d'un coup, je me suis retrouvée à faire l'expérience de choses dont j'arrivais pas à me débarrasser. C'était une dépression qui ne me quittait pas. Il y avait tout un tas de choses qui me venaient en tête alors que j'avais pas la place mentale, j'arrivais pas à m'en débarrasser. Cet état de deuil a duré pendant un certain temps et c'était quelque chose qui a été catégorisé de bien des manières, pas forcément avec tous les marqueurs individuels. Moi, j'essaie de me regarder de manière tout à fait honnête, brutalement honnête, parce que c'est pas très beau. Bon, vous avez mentionné la colère. On a parlé du mot madness en anglais, folie. Or, dans votre livre, vous parlez de colère. Or, en anglais, on dit mad aussi, en anglais américain. Donc, il y a cette notion de colère. Oui, effectivement, moi, j'ai grandi dans un monde où mad voulait dire à la fois fou et en colère. Et ce qui m'est arrivé avec cette everyday madness, folie ou colère au quotidien, j'étais en colère tout le temps, constamment. J'étais enragée. Et ça, c'est quelque chose que l'on connaît des débuts de la psychiatrie. On a désormais des médicaments très puissants pour la garder sous contrôle. Les gens qui sont des malades mentaux, qui sont internés dans les équivalents de l'asile, se voient prescrire ces médicaments pour être plus calme. Mais en cas de deuil, on est en colère. Et moi, j'étais en colère pour tout un tas de raisons. Je les explore dans mon livre. Il y a des raisons tout à fait rationnelles, qui sont de bonnes raisons. Mais l'état dans lequel j'étais n'était pas un état rationnel. Et ce qui s'est passé, bien évidemment, c'est que à l'époque où ça se déroulait dans ma vie, c'était répliqué dans la sphère sociale par la folie britannique du Brexit. Peu importe qu'on soit pour ou contre, mais le pays était complètement fou, il était très en colère. Et des gens qui ne s'étaient pas haïs auparavant se détestaient désormais. Donc on avait l'impression qu'il y avait de la folie, de la colère partout, pas seulement en moi, mais dans le corps politique dans son ensemble. Et je retrace cela pour montrer comment cela a évolué, changé. Et dans mon cas, au fil du temps, le temps est la meilleure chose pour vous guérir de tout, sauf de la vie. J'ai eu des petits-enfants, ce qui a été une expérience absolument extraordinaire pour moi. Ce sont mes plus grands amours, les plus grands amours de ma vie, mes petits-enfants. Et ils m'enseignent comment devenir un être humain. Les bébés, finalement, sont aussi un petit peu fous d'une certaine manière, non? Mais pardon, j'ai lucubre pendant trop longtemps. Alors, dans mon cas, c'est assez similaire. C'était une folie raisonnable, elle avait des causes raisonnables. Alors, moi, j'ai été diagnostiquée comme étant cyclotimique. J'ai été diagnostiquée en France. C'est ce que l'on souhaite avoir plutôt que la bipolarité. Ça veut dire que je suis jamais 5 sur 10, je suis toujours à 4 ou 6. C'est cyclique. Donc en hiver, je déteste tout, y compris moi-même, je suis en colère. Mais en été, voilà, j'y suis. Et je me suis retrouvée dans une situation assez horrible. J'étais très insatisfait de ma relation avec ma partenaire. On était tous les deux insatisfaits. Je lui mentais, je la trompais, je buvais trop d'alcool, je commençais un nouveau boulot, je publiais 2 livres en même temps et je me suis poussée à la limite et au point
atteint d'une hypermanie, qui est un état où on parle très vite, on a tout un tas d'idées. Puis la manie, on a des tas d'idées, on est très créatif et on parle tout le temps. Mais ensuite, il y a le côté malade avec les délires. Moi, je pensais que Kylie Minogue voulait se marier avec moi. Ce qui est fantastique quand on est fou, c'est que mon père n'avait plus de leucémie. Il fallait que je défende mon univers secret de tous ceux qui me disaient que j'étais fou et qu'il fallait que j'aille voir un médecin. Donc je courais, j'essayais d'aller encore plus vite, j'essayais d'apporter la révolution. Et j'ai réussi, comme vous avez pu le constater. Mais à un moment ou à un autre, on m'a internée. C'était autour de 2019. J'ai passé 2 semaines dans un hôpital psychiatrique au nord de l'Angleterre. On m'a donné un médicament le premier soir, puis le deuxième soir, encore une fois. Et le troisième soir, les gens sur le parking n'étaient plus des espions, mais c'était des gens qui bossaient sur un chantier. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais été internée, que j'étais dans un hôpital psychiatrique au titre de la section 2 de la loi, ce qui voulait dire qu'on pouvait m'interner pendant un certain temps. Fort heureusement, je suis allée mieux assez rapidement. Puis, il y a eu le diagnostic. On voulait m'administrer du lithium, ce qui aurait voulu dire ma mort, parce qu'une fois qu'on arrête le lithium, eh bien, on rechute. Donc, j'ai refusé. Ils m'ont donné le choix entre plusieurs médicaments. Donc, je suis là. Je me suis coupé moi-même les cheveux. Ça a l'air de n'importe quoi. Et on me donne le choix entre 3 médicaments et je dis au psychiatre, mais pourquoi est-ce que vous ne me dites pas vous-même? Eh bien, la raison, c'est que les médicaments affectent les gens de manière différente. Donc, vous pouvez être bipolaire, mais ça ne veut rien dire. Si vous vous retrouvez à côté d'un autre bipolaire, votre expérience est complètement différente. Donc, ce sont des catégories. Et beaucoup d'entre nous prenons des médicaments pour soulager l'anxiété de notre médecin. Et c'est vrai. C'est comme ça que ça se passe. Ils veulent être sûrs, ils ont peur de se tromper. Et il faut être un homme blanc d'un âge mûr pour être suffisamment privilégié pour refuser les médicaments et les diagnostics. J'ai passé 10 ans à trouver mes propres traitements, à essayer de comprendre ce qui se passait, mais on sait tout un tas de choses à propos de la psychiatrie, mais on fait relativement peu de choses. La terminologie est importante. J'ai appris ce que c'est que le dialogue ouvert. C'est une cure par la parole en groupe. Et on se rend compte que la folie, c'est une réaction tout à fait raisonnable à une situation donnée. Alors, certains d'entre nous sont un petit peu bizarres, mais il y a des conditions sur lesquelles vous pouvez avoir une influence, mais d'autres non. Alors, j'espère que d'ici 50 ans, les traitements psychiatriques n'auront rien à voir avec ceux qui sont à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, c'est un désastre. Les gens avec lesquels je travaille avec la NHS, je donne des ateliers sur ce genre de choses. Et lorsque le fils de mon mentor avait des idées suicidaires, elle ne l'a pas fait venir en consultation pour lui donner des médicaments. Elle a fait une thérapie par la parole. Donc, tout ça pour dire, j'ai beaucoup appris. Je suis optimiste par rapport à l'avenir, mais à moyen terme, ça va être plus compliqué. On sait que à la psilocybine, les champignons sont très efficaces pour certains troubles mentaux.
Il y a la réalité normale autour de soi. Et si vous commencez à avoir des idées suicidaires, les champignons fonctionnent très rapidement, alors que les antidépresseurs prennent beaucoup plus de temps. Donc oui, l'avenir est plus radieux, mais le présent est plus compliqué. Et c'est un privilège pour moi. Moi, je ne pensais pas travailler sur la psychiatrie pendant 7 ans. Ça a été un parcours absolument incroyable. Je le conseille à quiconque n'a pas le choix. Alors, vous avez, je pense, anticipé toutes mes questions. Vous avez répondu à toutes les questions que j'avais préparées, ou presque. Mais j'aimerais revenir à une chose. Vous l'avez mentionné précédemment, et ça revient à quelque chose que disait Lisa. Dans Heavy Light, vous dites qu'une crise mentale, c'est aussi une crise physique. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappée. J'aimerais que vous en parliez plus, le lien qui existe entre le physique et le mental, et le fait qu'on ne peut pas dissocier les deux. Lisa? Ah, oui, c'est vrai. Et le physique et le mental se réunissent d'une manière ou d'une autre. L'esprit fait partie d'un corps, notre corps alimente notre esprit, on a des sens, et sans ces sens, notre esprit ne pourrait fonctionner. Les sens sont corporels, donc c'est une seule et même chose. Et la difficulté avec les médicaments, c'est bien souvent qu'elle a tendance à se focaliser sur l'un et pas sur l'autre, alors qu'il faudrait équilibrer les choses. Ce n'est pas que la médecine psychiatrique, mais toutes les médecines qui se focalisent sur les corps masculins, à part la pilule contraceptive. Il n'existe pas encore de pilule contraceptive pour les hommes, enfin bon. Alors, qu'en faire si vous êtes grand, petit? Les enfants ne peuvent pas prendre les mêmes médicaments que les adultes, mais les femmes et les hommes ont tendance à être différents. Donc, calibrer les médicaments, qu'ils soient pour votre corps ou pour votre esprit, c'est important, mais j'ai oublié votre question. Est-ce que j'arrive à une réponse? La crise physique et la crise mentale, oui, effectivement, c'est toujours physique et le point de précipitation est bien souvent physique. Ce que vous avez décrit, à savoir être au bout du rouleau physiquement, le fait que vous preniez vos propres médicaments, vous faisiez de l'automédication, ça, c'est ce que les gens font tout le temps. Il y a une chose que je souhaiterais rajouter à ce stade. Horacio, vous pouvez me dire si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis. J'y dédie tout un chapitre dans le livre. Il y a les drogues de la rue. Bon, je n'ai pas fait de statistiques, mais il semblerait qu'il y ait des chevauchements. Les drogues de la rue peuvent déclencher d'une manière ou d'une autre tout un tas de problèmes mentaux et on finit par prendre des médicaments de l'industrie pharmaceutique. En tout cas, elles travaillent ensemble et l'une contre l'autre, si l'on veut. Et si l'on ne prend pas de drogue au moment de l'adolescence, c'est probablement quelque chose qui est mieux pour vous. Alors, c'est difficile à dire comme ça, parce que j'ai pas d'avis très tranché sur le fait de consommer de la drogue, même si je ne le fais pas pour moi-même. Mais il y a un amalgame entre les deux. Et plus vous prenez de médicaments, plus vous devez en prendre pour faire en sorte qu'ils continuent de fonctionner. Vous en parlez beaucoup dans votre livre. Oui, depuis des décennies, j'ai grandi pendant les années 90 et nous avons beaucoup fumé. Mais il y avait eu la prohibition. Et on allait aux Pays-Bas et les Anglais n'avaient pas l'habitude et ça nous frappait très fort. On dit que jusqu'à 70% des jeunes psychotiques le sont en raison de la politique de la drogue. Et je pense qu'il y a aussi une crise spirituelle. Un homme en Afrique de l'Ouest a été admiré dans sa tribu. Il a épousé une fille de Southampton. Il est venu au Royaume-Uni. Il est rentré en Gambie et très vite, il a été arrêté puis il est mort. Le
problème, c'est que il était schizophrène, mais dans sa culture, c'était quelque chose d'admirable. Et au Royaume-Uni, il était tout de suite catalogué comme malade mental. Nous savons que les taux de psychose ou la récupération sont plus élevés dans le monde en développement en raison des réseaux familiaux, l'absence de peur, de la stigmatisation et le soutien social. Dans des pays comme le Nigeria, les taux chutent à mesure que l'on adopte notre modèle occidental de traitement de la psychose. Lisa, le DSM-5, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, a été rédigé par des psychiatres américains. Oui, des psychothérapeutes et des psychiatres. On les appelle des psychiatres, mais ils n'en sont pas toujours. Lisa aurait pu être diagnostiquée avec un deuil prolongé si ça avait duré plus longtemps, ou un autre trouble qui fait partie de ce manuel. Je documente la montée en puissance de ce DSM. Et c'est un comité qui rédige ces documents. Vous savez comment les comités fonctionnent. J'en ai présidé un certain nombre. Il y a toujours un camp qui l'emporte, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Ça dépend de qui est venu et qui parle mieux ou plus fort. Et ce n'est pas forcément le meilleur moyen d'arriver à une bonne description d'un trouble mental. Si vous travaillez dans ce domaine et vous essayez de suivre ces descriptions, vous voyez tout de suite que ça ne marche pas, que ça ne correspond pas à la réalité. Oui, les médicaments psychiatriques n'ont pas beaucoup avancé depuis 1958. Tout d'un coup, on a pu vider les asiles américains grâce à un médicament. Je suis ravie que la psychiatrie puisse administrer des médicaments, mais seulement peut-être en moment de crise. Un professeur, un chercheur à l'Université de Chicago a dit que si vous avez un diagnostic de psychose, si vous arrivez à gérer les crises, il vaut mieux ne pas prendre les médicaments. Care in the Community, c'était un programme américain où on a libéré tous les patients des asiles, mais la communauté n'était pas prête. Le système actuel est absurde. Les institutions coûtent très cher et donc la barre est très haute. On doit utiliser une phrase « significant risk of immediate harm to oneself or others ». Mais même si vous êtes diagnostiqué ou vous prononcez cette phrase, vous allez être libéré une semaine plus tard. Il n'y a pas de thérapie holistique. On va vous faire de la thérapie comportementale, le TCB. L'on nous dit comment il faut vous comporter lors de votre sortie, mais on ne vous aide pas à gérer votre relation avec votre père qui est à l'origine de vos troubles. Le Pays de Galles a un nouveau modèle avec un centre de crise, un guichet unique. En Finlande, des jeunes médecins ont repensé le système du début à la fin. Vous avez ces centres, ces centres uniques. Et ça marche parce que ça permet aux gens d'être traités rapidement. Pardon, nous n'avons pas cela au Pays de Galles. La pharmacie en santé mentale est très compliquée. Souvent, les pharmaciens spécialisés ne sont pas écoutés par les médecins. Le Canada a un système similaire. Open Dialogue vient de ces pays. Si vous avez un ami ou une amie en crise, il faut savoir que les médicaments psychiatriques sont importants pendant la crise, mais à court terme. Et ensuite, trouver une cure de thérapie en groupe, parce que pour l'instant, notre système traite les symptômes et fait fi des causes. Ça demande de la thérapie. Oui, il y a des
Il y a des... le problème, c'est que nous faisons de la symptomatologie. En France, en Suisse, de toute la psychiatrie du XXe siècle, and the psychotherapy. I mean, obviously. et la psychothérapie. Vous aviez un hôpital extraordinaire où beaucoup d'Américains sont fait suivre, le Berkholz. Beaucoup d'Américains sont venus étudier. Freud était en contact direct avec Breuer. Jung y est venu. Prangin. Où est-ce que c'est Prangin? C'est loin d'ici? Peut-être que quelqu'un peut me le dire. Non, ce n'est pas très loin, dit Michel. Alors, vous avez ces belles collines et on a mis des cliniques un peu partout dans ces collines. Et je comprends pourquoi les patients ont afflué. Oui, j'ai l'impression d'être en bonne santé mentale depuis que je suis arrivée. Les médicaments psychiatriques vous donnent une assise et vous permettent de faire des changements. Peut-être quitter votre partenaire, quitter votre emploi, et peut-être que la prochaine crise sera moins grave. Et ensuite, l'accès. Les travailleurs la classe ouvrière en Grande-Bretagne ne pensent pas avoir accès à cela. C'est pour la classe moyenne. Et c'est vrai, nous avons des ghettos de pauvreté, de non-accès. Pour le chocolat aussi, dans votre mémoire, j'ai été frappée par la difficulté de vous faire interner. Et j'aimerais que vous en parliez tous les deux. Vous avez dit que c'était un privilège. Vous parlez bien, vous êtes un homme blanc, et les personnes autour de vous cherchaient à vous faire soigner. Oui, je présente bien. J'ai un bon rapport avec l'autorité. Je n'ai pas peur de la police ou des médecins. Lorsque vous dites que vous êtes journaliste, ils ont tendance à avoir un peu peur. Mais le système a pour but de ne pas admettre. Moi, je disais c'est l'alcool et la drogue. Bon, ma voiture a fini dans un ravin. Bon, j'ai réussi à sortir. Mais j'avais un comportement dangereux. Est-ce que ce serait le cas pour une femme dans les mêmes circonstances? Oui. Il serait très difficile de trouver des soins pour votre proche. Bon, il y a le secteur privé, mais c'est très cher. Mais il a le mérite d'exister. Je ne sais pas comment ça se présente dans le nord de l'Angleterre, mais à Londres, même si vous avez de l'argent, ce n'est pas facile de trouver un médecin. Et toutes les institutions ont été fermées, ce qu'on appelait les asiles au XIXe siècle. Et ces institutions plus bienveillantes ont donné une structure à la vie des personnes et pouvaient danser, jardiner, etc. Mais ça s'est dégradé avec la surpopulation et avec souvent des directeurs qui étaient un peu fous eux-mêmes dans ce qu'ils pensaient pouvoir faire pour ces patients. Dans Mad, Bad and Sad, je donne plusieurs exemples de médecins qui sont carrément fous et qui instituent des pratiques de soins qui sont de fait des pratiques de destruction et de folie, extraction de dents, remplir les gens de médicaments sans indication aucune. Lorsque les institutions ont été fermées et il y a eu un retour dans la communauté, c'était pour faire des économies. Oui, et les victimes ont toujours été des femmes. Dans la psychiatrie américaine, c'était toujours les femmes et les minorités qui en pâtissaient. Les pauvres, nous savons que le jardinage, être dans la nature, aide beaucoup. C'était un effet connu.
L'économie l'emporte surtout. Dans le chapitre intitulé Rebels de Mad, Bad and Sad, il y a quelque chose que j'ai trouvé incroyable. Entre 1950 et 1980, il y a une femme, enfin plus, une femme a été internée pendant 5 décennies. Oui, elle a suivi des traitements différents qui évoluaient ou qui changeaient avec le remplacement du directeur ou avec les nouvelles modes, l'électrochoc, extraction de dents, préconisé par certains médecins. Et les personnes deviennent institutionnalisées, c'est-à-dire incapables de vivre à l'extérieur. Lorsque je suis déprimée face à la société, je me dis que s'il n'y avait pas les maltraitances d'enfants, il faudrait revenir au système de couvent et de monastère, parce que cette structure ordonnée, cette existence ordonnée et structurée était bénéfique à beaucoup de personnes pour gérer la vie, faire face à la vie. Les personnes sont en sécurité et ont une vie structurée. Bon, on met Dieu dans l'équation, c'est un plus. Oui, mais s'éloigner de sa famille, ça peut être bénéfique aussi. Oui, les familles peuvent être très toxiques, c'est vrai. J'aimerais que l'on passe à l'écriture. Vous êtes écrivains tous les deux, avec une œuvre assez variée. Je voudrais vous demander ce que cela vous a fait d'écrire sur cette expérience très intime. Est-ce que cela fait partie de votre chemin de guérison? Merci. J'ai commencé le 3e jour de mon internement. Je fais partie d'une génération d'écrivains gallois qui ont été soutenus, mais je me suis dit, mais aucun de mes pères ne pourrait écrire une telle histoire. Quel privilège. Et après, quand je sors d'institution, mes éditeurs m'ont dit, il faut raconter cela. Et je me souvenais de tout. Et pendant le confinement, j'écrivais 50 000 mots par jour. Mon petit garçon me disait, si tu as fini, papa, on peut aller nager. Et bien entendu, ça avait l'effet d'une reconstruction de mon identité. Et je me fais l'impression d'avoir été un écrivain qui a passé du temps en institution, après, en racontant l'histoire, une validation. Alors, ça a été une expérience extrêmement bénéfique. Le pire, c'est la destruction, la peur, la misère que j'ai causée à ma famille et mes sollicitations du système, les ambulances, les médecins et tout ça. Mais je rends hommage à tous ces services dans mon livre et j'explique quelles sont les étapes des processus et ce qu'en pensent les ambulanciers, les médecins, etc. Je suis retournée interviewer les infirmiers, toutes les personnes qui m'avaient soignée. C'était un peu comme si j'étais Dustin Hoffman lors de Watergate, les hommes du président. Parce que, vous savez, personne n'est d'accord sur la santé mentale. Les professionnels ne sont pas d'accord. Et c'était de la manne pour un journaliste. Alors, j'ai trouvé ça passionnant. Oui, je voulais vous demander, avant de donner la parole, Lisa, ce qui frappe dans Heavy Light, c'est qu'il y a peu de colère. Nous parlions de la colère tout à l'heure. Dans le premier chapitre, nous percevons le stress et la misère que vous causez, vous le savez, à votre famille. C'est affreux pour un foyer, une famille. Mais les personnes que vous rencontrez depuis le début, les personnes dans l'institution, les personnes qui vous ont soigné, traité, sont dépeints comme étant extrêmement bienveillants. C'était absolument le cas.
Ce sont des héros. Devenir infirmier en santé mentale au Royaume-Uni, ce n'est pas une sinécure. J'ai un ami qui le fait. Il a pris un coup de poing dans la figure. On l'avait mis en garde, mais il n'a pas fait attention. S'il y a une personne de l'équipe qui manque, toute l'équipe peut être en danger pendant cette période. Ce n'est pas un endroit où il faut être. Alors, lorsque je travaille avec ces personnes, vous savez, au Royaume-Uni, un médecin ne peut pas vous interner, seulement un assistant social. Les assistants sociaux qui sont comme nous, quoi. Mais il y avait cette idée que la société ne peut pas plus vous gérer. Mais se mettre volontairement dans cette situation, y aller tous les jours pour travailler, vous savez, c'est comme l'attrape-cœur. Il est important que des personnes brillantes se lancent dans la politique et dans la santé mentale. Lisa, il va falloir répéter la question. Comment est-ce que j'ai écrit cela? Oui, et comment était l'expérience de cette écriture? Est-ce que c'était difficile? I guess what we know, mental illness. J'ai écrit sur la folie, sur la santé mentale, comme on l'appelle maintenant, ces extrémités de la vie dans mon travail de fiction auparavant. J'ai pas mal travaillé sur les cures de parole. J'ai passé 2 ans dans une résidence en laboratoire neurologique parce que je voulais voir ce qui se faisait au niveau de la mémoire dans ce type de labo. Ma mère était atteinte d'Alzheimer, qui est un autre type de folie assez courant à l'heure actuelle, parce qu'on vit tellement plus longtemps qu'auparavant. J'essaie de retrouver le fil de votre question pour y répondre. Alors, j'ai fait tout cela, mais les mémoires Everyday Madness, et ce sont effectivement des mémoires, tout comme un essai, comme on dit en français, est né d'une écriture très spécifique que j'avais utilisée dans Losing the Dead, des mémoires familiaux. J'aime bien écrire sur autre chose que moi-même. Et en l'occurrence, là, j'écrivais sur ma famille. Ma famille n'était pas particulièrement compliquée, mais elle a vécu la guerre de manière très directe, ce qui a affecté mon enfance. Et il était assez intéressant d'essayer de reconstruire cela et de le faire pour ma mère qui, à ce stade, perdait sa mémoire. Donc, Losing the Dead, c'était ça. Everyday Madness, comme je l'ai dit, je l'ai écrit après le décès de mon mari, ce deuil, le pays qui était devenu complètement fou. Il était encore au moment où j'écrivais. Il l'est encore, oui, même s'il va mieux. L'écriture aide toujours. Ça aide à tout un tas de choses parce qu'on se concentre. C'est un état de semi-transe. Et pour moi, c'est un processus que j'aime beaucoup. Je ne le fais pas autant qu'auparavant parce que ça fait mal à mon corps. C'est très douloureux corporellement, notamment pour mon dos. Mais je l'ai écrit pour faire le récit de cette expérience. Je voyais le pays qui se disloquait parce que j'étais tellement sensible à cette rage. Je trouvais que les gens me criaient dessus en voiture, dans le métro. Ça me surprenait parce que moi, je suis plutôt paisible et je le faisais. Je me mettais en colère. Pourtant, d'habitude, je suis plutôt modérée. Dans votre écriture, et je pose la question à vous deux, qui vous rapproche de la folie, est-ce qu'il y a une partie de l'écriture qui vous ramène loin de cette folie? Bon, dans ce contexte, je ne suis pas sûre de ce que vous entendez par folie. Est-ce que vous voulez dire
Perdre la connexion avec la réalité, oui, d'une certaine manière, car on est seul d'une manière ou d'une autre, qu'on soit dans un café, concentré dans son bureau, voire dans un endroit tel que celui-ci, qui est absolument fantastique pour écrire. Mais on s'éloigne des besoins de la vie quotidienne. En tout cas, on essaie de s'en éloigner autant que possible. Donc on est dans un état différent. Alors est-ce que cet état est un état de folie? C'est peut-être le cas pour certaines personnes. Oui, et c'est ce dont on parle ce week-end, absolument. Durant la période romantique, tout le monde pensait que les écrivains étaient fous, avaient une touche de folie, c'était considéré comme positif, c'était quelque chose de sauvage, de révolutionnaire. C'était une manière de bouleverser le statu quo, de changer les choses. Au début du XXe siècle, en Suisse, les gens essayaient d'entendre les morts parler au cours de séances avec des médiums. Les meilleurs psychiatres de l'époque en Suisse utilisaient ce procédé. C'était leur manière d'étudier l'esprit en essayant d'aller à la limite. Freud était dépressif, d'autres psychiatres étaient psychotiques. Il n'aurait rien fait s'il n'avait pas été à moitié fou. Broiler était anti-alcool, il savait que ça rendait les gens fous. Donc, c'est là. Alors oui, quand on écrit, effectivement. Moi, quand j'écris, je suis assez formelle. Je ne suis pas complètement sauvage. Moi, j'aime bien la forme. Et la forme aide à contenir mes velléités. J'ai parlé des couvents, certaines formes de couvents, de séminaires, les murs d'une université. Tous ces endroits qui sont structurés sont importants pour les gens. Et l'une des difficultés qu'ont les gens lorsqu'ils travaillent seuls, face à leur IA, leurs algorithmes, que sais-je encore, c'est que la structure, ils doivent la trouver eux-mêmes. Et c'est très compliqué, notamment pour les enfants et les ados. Et je m'inquiète pour mes petits-enfants à cause de cela, parce que dans leur vie quotidienne, avec leurs jeux vidéo, et ce genre de choses, les algorithmes sont tellement profondément rationnels qu'ils sont en fait irrationnels et complètement fous. On le voit, on voit ce qui se passe dans l'industrie. Et lorsqu'on fait tout ça, on n'a plus de corps. Or, le corps, c'est une manière de rester en bonne santé mentale. Si on aime ça, et moi j'aime ça. Oui, moi j'aime ça, j'aime cette version de ça. Moi, lorsque je grandissais, je me disais que l'écriture, c'était du romantique. Et donc, je suis un enfant de la génération des années 60. Les sens sont très importants. L'écrivain Jeff Young, et je vous recommande de le lire si vous lisez en anglais, lisez Wild Twin. C'est l'un de nos meilleurs écrivains. Il est dramaturge. Ses livres sont fantastiques. Et il écrit... Il pense que les écrivains sont des chamans dont le rôle, c'est de perturber, donc d'apporter de la folie à la société, de perturber les choses. Si Staline vous tue, en tant qu'écrivain, c'est que vous faites du bon boulot. Janet Winterson, ma collègue à l'université de Manchester, a une crise psychotique. Elle m'a dit, moi je ne sais pas comment tu as fait ça en public, moi je suis allée dans la campagne. Mais elle s'est rendue compte que sa folie devait être écrite sous forme de livre. Elle l'a fait, elle a écrit un livre qui s'appelle « Oranges is not the only fruit ». Mais j'enseigne un autre, « Why be happy when you can be normal ». Et dans ce livre, elle dit que l'écriture, c'est l'opposé de la folie. On le fait pour garder sa santé mentale. Et
On est là pour essayer de trouver un brin de folie, mais l'écriture, c'est la santé mentale. C'est là que l'on peut remettre en ordre le chaos. Flaubert, bon, je sais, je trouve qu'il y a une espèce d'équilibre que l'on doit trouver. Si vous voulez rencontrer de vrais artistes qui incarnent l'art, allez voir un groupe de rock ou des plasticiens. Ils ont un degré de liberté que n'ont pas les écrivains, qui est absent chez les écrivains. Et ma génération, je ne sais pas si elle est capable d'écrire de grands livres qui perdureront pendant des siècles. Un grand romancier, un grand poète, je ne sais pas. Le talent est là, mais on est plutôt conservateur. Et on est contraint par une réalité assez consensuelle. Jeff Young ne l'est pas. Bien, je crois que l'on a le temps de prendre quelques questions. Allez-y. Oui, Horacio, j'ai beaucoup apprécié nos discussions d'hier soir et de ce matin, mais je ne peux pas vous laisser dire certaines choses. Quand vous dites, par exemple, les médicaments, c'est fait juste pour soigner la crise. Oui, ça c'est pas vrai. Mais ça marche pas. Comme une règle de rule of thumb. Je termine. C'est pas vrai. Le trouble bipolaire, c'est une maladie où les virages de l'humeur sont extrêmement brutaux, parfois en une demi-heure. J'ai le souvenir d'une consoeur qui était psychiatre et bipolaire. À 11h du matin, elle m'a téléphoné pour me donner un rendez-vous à 16h. Et à 15h, on l'a retrouvée pendue dans un arbre au milieu de son golf. Je suis persuadé qu'une demi-heure avant, elle ne savait pas qu'elle allait se pendre. Le virage a été extrêmement rapide. Elle avait arrêté son traitement. Ce que vous dites, c'est comme si un diabétique disait « J'ai eu une hyperglycémie, j'ai pris de l'insuline, la glycémie est normale, maintenant j'arrête. » Le coma est à la clé. Donc les gens qui ont un trouble bipolaire, peut-être vous avez une cyclothymie et pas un trouble bipolaire, mais qui ont un vrai trouble bipolaire, je pense par exemple à Philippe Amotte qui nous a enchantés ce matin, ne peuvent pas arrêter ces traitements. C'est extrêmement dangereux. En quelques heures, ils peuvent soit se suicider, en général par pendaison, soit se ruiner, soit se déshonorer, soit perdre leur job, soit revendre leur appartement, etc. Pour les personnes qui souffrent d'une schizophrénie, c'est un peu pareil. Il peut y avoir des déchéances absolument dramatiques et ils ne doivent pas arrêter. Et enfin, Lisa, vous, je vous admire aussi beaucoup. Mais quand vous dites que pour les enfants, il faut les mettre dans des institutions catholiques, en tant que Français ou même en tant que Canadien, c'est un peu discutable quand même. We thank you for your comments. Merci pour ces commentaires. Y a-t-il des questions? Anyone? Pas de questions? Bon, si je peux peut-être répondre, hein, dit Lisa. C'était métaphorique. Je parlais vraiment d'institutions qui offrent une structure et on n'en a plus. Hand up. Je crois qu'il y avait une main levée quelque part dans la salle. Allez-y. Oui, merci. Je vais essayer de formuler ça comme une question. Alors, je me retrouve à penser à des choses. J'entends des choses différentes par rapport à ce que cela implique d'avoir de l'argent en temps de crise, comment ça vous protège. Et puis, il y a d'autres formes de protection, l'art, la structure familiale, les pères. Vous avez expliqué qu'en Gambie, on peut être schizophrène et que c'est accepté. Ça a une valeur ajoutée, alors que dans un autre contexte, ce même trouble vous met de côté, vous met sur la touche. Alors, je souhaitais dire que j'ai des amis qui ont été diagnostiqués comme étant bipolaires il y a quelques années. L'un vient d'une famille riche aux États-Unis, les deux vivent au Connecticut. L'autre vient d'une famille plutôt ouvrière. Et je dois dire que sur le long terme,
J'ai fait l'erreur d'essayer de dire à mon amie riche qu'elle avait de la chance pour me rendre compte que sa situation avait été extrêmement difficile pour elle. Si vous êtes déprimé, que vous avez du mal à sortir du lit, votre famille va dire « mais pense au qu'en dira-t-on ». Ça, c'est très difficile par rapport à cet autre gars qui vient d'obtenir une bourse pour se consacrer à son art. Les deux ont connu une période difficile, mais je me dis que sur le parcours des deux, il y a des images d'Épinal par rapport à la richesse, à l'accompagnement en cas de troubles mentaux. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je vous dis. Oui, effectivement, les statistiques disent que l'issue pour les pauvres sont bien pires, mais de manière individuelle, il n'y a pas vraiment de règles qui s'appliquent à tous. On catégorise, on classifie de manière massive, alors que chacun est un individu qu'il faut voir dans son individualité. Dans un système de santé normal, on devrait tous avoir sa chance, mais les pauvres obtiennent les pires traitements, les riches sont envoyés vers les meilleurs par le bouche à oreille. Allez voir le documentaire de Stephen Fry, qui est une condamnation ferme de notre système. Fry est bipolaire, il va voir un charlatan, il se sent de plus en plus mal, mais c'est un charlatan qui se retrouve sur Harley Street, donc il a pignon sur rue, donc c'est le gars qu'il faut aller voir. Oui, si je peux intervenir, bien souvent, ce sont les familles qui sont la force, le moteur qui amène notamment les jeunes vers la maladie. Que ce soit une maladie qui requiert un psychothérapeute ou des soins plus drastiques. Et je n'imagine pas que simplement le fait qu'on soit riche, on obtient des soins différents. Mais en Grande-Bretagne, à l'heure actuelle, la crise des jeunes suite à la COVID, c'est quelque chose qui affecte plus particulièrement les pauvres, c'est sûr. Et c'est une crise des valeurs, des ambitions, du cap national. Oui, et c'est comment on conçoit l'humanité. Il y a différentes langues qui entrent en collision. Oui, et c'est ce que j'aime chez la Gen Z. Ils refusent les catégories hommes-femmes. Ils refusent un certain nombre de choses que nous, on acceptait, on prenait pour argent comptant. Dans ma génération, vous voyez, Boris Johnson, on n'en a pas fini. Et moi, ce que je promets à mes jeunes étudiants, c'est qu'on va éliminer ce système absurde pour créer quelque chose de meilleur. Oui, on était les mêmes. Mais les conséquences de l'échec des sociétés sont énormes, alors que les possibilités sont infinies. Bien, merci à tous les deux. Un grand merci pour tous.